Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Salut. Rira bien qui rira le dernier serait le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Pourquoi? Simplement parce que je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir à démolir quelque chose qu'on n'avait pas vu encore. T'as eu du plaisir à te démolir avant de le voir? Qui a dit que les costumes avaient l'air cheap et que ça avait pas l'air très bon? Y a pas juste moi, là. Ne me mets pas tout ça sur le dos. Oui, parce que c'est toi qui étais plus volubile par rapport à ça, puis le monde se rappelle juste de ton fuck Batman puis la crise que t'as pognée. C'est que le monde se rappelle juste de ton côté négatif. Un gars, s'il est mange-bouette. Non, mais quand même, là, tout le monde t'envoyait de temps en temps des fuck Batman via la page, puis tu pétais des plombs. Oui, parce que j'ai toujours cru que c'était pas dans le personnage de Robin de dire une chose comme celle-là. Je trouvais que c'était mal amené. Mais on va se mettre d'accord tout de suite sur une seule chose avant de commencer notre critique. Évidemment, pour ceux qui ont deviné de quoi on va parler de Titans, qui est la nouvelle série de DC Comics, qui était disponible sur le streaming de DC du côté des États-Unis, qui maintenant est disponible à tout le monde grâce à Netflix. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ah, on va se mettre d'accord sur quelque chose. Oui, c'est ça que j'allais dire. La bande-annonce? C'est probablement la pire bande-annonce de l'histoire de l'humanité, là. Ouais, ça n'a aucun rapport. C'est sérieusement la... Tu sais, là, si la gang du marketing était autour d'une table, ils se sont dit comment on va faire pour pas vendre notre produit? Pour être sûr que personne n'ait le goût de le voir. J'aurais pas fait mieux. Mais tu sais, c'est parce qu'on a l'impression qu'ils ont tellement essayé de pousser sur le côté qui était edgy badass de leur série. Là. Ils ont comme fait hey, on va casser tout le monde avec ça, avec des looks différents, du vocabulaire ultra vulgaire. Le monde va embarquer. Mais ça n'avait pas marché. Et ils nous les ont montrés tellement souvent en costume, alors que quand tu écoutes la série, ils sont pas en costume aussi souvent que ça, là. Ben, il y a Starfire, son costume qui est permanent, expliqué un peu là. plus loin. Il est permanent, mais pour les autres, là, je veux dire, moi, j'avais l'impression que... En fait, je savais pas à quoi m'attendre quand j'ai vu la bande-annonce, puis ça avait l'air cheap, ça avait l'air mal tourné, les costumes avaient l'air cheap, ça avait l'air noir pour rien, puis je me disais, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, là? Et avouons-le, t'avais envie de chialer contre DC. Ah, j'avais vraiment le goût de chialer contre DC, j'avais beaucoup... T'étais déjà parti à l'avant. Tu sais, on a un de nos amis qui est le même, là, que lui, avant que le gars ait pensé à imaginer une nouvelle série, il va se dire « Ah, ça va être poche. » Tu sais, le gars, il est même pas né, puis dans la tête d'un de nos amis, la série est déjà poche. Mais c'est parce que DC Comics, j'ai une relation d'amour-haine avec eux. C'est mes préférés, je suis un DC boy, beaucoup plus que Marvel. C'est depuis le début. Oui, j'ai mon chalet de X-Men aujourd'hui, mais ça, c'est une autre... Mais les X-Men, c'est comme c'est comme le Roméo et Juliette. C'est la Juliette de Marvel, X-Men. Tu sais, je veux dire, nos deux familles, ils s'aiment pas, mais elle est belle, puis elle est fine. Puis si je pouvais la marier, je le ferais. Mais ça, c'est une autre histoire. En fait, je suis juste jaloux que les X-Men n'existent pas dans l'univers DC, parce qu'honnêtement, je les trouve vraiment cool. Cela étant dit, je suis toujours un peu plus sévère, puis on a plusieurs attentes, puis il y a eu plusieurs flops avec DC Comics, et l'avenir n'est pas aussi florissant, mettons, côté médias en général, comparativement à Marvel. Donc, on a toujours un petit peu de crainte et d'attente. Faut dire que c'est 11 épisodes, et on se les a éclenchés presque tout le monde, à part peut-être Pat qui en manque 2, là, en une seule fin de semaine. Oui, effectivement, je les ai clenchés assez vite. Ça m'a même surpris, moi. Mes frères, ils étaient rendus loin déjà dans la première fin de semaine. Il y en avait plus que la moitié d'écouter hier. Ça m'a beaucoup surpris. Sur les médias sociaux, sur Facebook, on a vu que le monde s'était garoché beaucoup sur J'en ai la vu série. beaucoup passer, puis ça m'a surpris, ça. Parce que je pensais pas que ça allait intéresser autant de monde. Moi aussi. Puis, tu sais, surtout que c'est une série que, oui, on entendait parler, ça faisait un bout de temps, mais tu sais, le monde avait des attentes, mais beaucoup de craintes. Tu sais, avant même d'en parler, on disait que la série avait l'air d'un côté cheap, là, hein. La série est bien tournée, c'est bien monté, mais ça paraît que c'est un studio qui avait pas une scène en partant. Non, c'est clair. Il y a une couple d'effets spéciaux qui sont crissement cheap, là. Je vais rien vous dire, sans spoiler rien, l'accident de char qui a causé la mort de 2 personnes, là, c'est la chose la plus laide que j'ai vue de ma vie. Simonac, c'est cheap, c'était là. cheap en salle. Non, c'est vraiment ça me fait cheap. penser à du Grand Theft Auto 2, là. Non, c'est vraiment cheap. Mais
En même temps, je pense qu'il y a Geoff Jones qui était au scénario là-dedans. Oui, puis Akiva Goldman. Bon, je pense qu'on non, fait tu du bon oublies boulot. l'autre nom qui était le plus important que j'ai barré. C'est quoi il s'appelle, monsieur? C'est Greg Berlanti. Ouais. Le gars qui est en arrière de tout le CW. Tu sais, Ouais, tout c'est le ça, Arrowverse Arrowverse, sur Grand c'est tout Scarlet. lui, Lui, là. tu sais, Supergirl, Arrow, The Flash, Legion of Lui, il est Tomorrow. là-dedans, Il là. est en arrière de tout ça depuis le début, ce gars-là. Bon, commençons par le début. Moi, regarde, on va faire un tour de table, OK? Sur ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, puis après ça, on aura une discussion, OK? Moi, je vais te dire que, avis aux auditeurs, là, ça prend au moins un épisode et même peut-être 2 épisodes complets avant de véritablement embarquer dans le délire. Et moi, je dois dire que j'ai été obligé de faire un switch dans mon cerveau parce qu'il y a beaucoup de monde qui pensait que la série allait s'inspirer de Wolfman et Perez. Oubliez ça, là. On n'est pas dans le merveilleux monde de l'arc-en-ciel. Là. C'est loin, 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 loin de ça. Moi, je comparerais ça beaucoup plus à l'univers de Frank Miller. Là. Moi, dans ma tête, c'est la suite que j'ai jamais eue de All-Star, Batman et Robin. Là. Le Robin qui est dans cette série-là, c'est le Robin qui a été forcé à manger des rats dans Batcave. Là. C'est ce Robin-là. Puis là, lâchez-moi l'histoire que Robin n'a jamais été comme ça dans le DC Comics. Vous n'avez juste pas assez lu, OK? Là? Robin, là, le bout, puis toi, Pat, tu vas t'en souvenir plus, le bout de Lonely Place of Dying, tous ces coins-là, avant que Tim Drake arrive, quand Batman devient un peu plus dark avec la mort de Jason Todd, tout ce bout-là de l'histoire de Dick Grayson qui cherche à savoir qui il est vraiment, là, qui il est en dehors de Batman. Et ça va même aller plus loin pour les puristes qui aiment Bruce Timm et tout ce qu'il a fait avec Batman Animated Series. Rappelez-vous l'émission Old Ones, qui est un épisode de la série où Nightwing raconte à Tim Drake qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Batman. Et pourquoi il est obligé de quitter Batman. Et dans cet épisode-là, Dick Grayson sacre un coup de poing en pleine face à Batman. Paf! Devant Batgirl, avant de prendre son masque, le garrocher à terre, never again. Et il s'en va. Et ils ont même repris une scène dans Titans qui vient de cet épisode-là, où à un moment donné, Dick Grayson, Robin est avec Batman, il s'en va interroger un gars, Batman pogne le gars, le sac dans le mur, est ultra violent avec, devant ses enfants. Et c'est Robin qui dit « Arrête, là. Arrête, là. Les kids sont là. Arrête, là. » Et il s'en va. Et à la fin de l'épisode, on se rend compte que le gars qui a bardassé, il lui a donné une job à Wayne Enterprise. Et le gars dit à Nightwing, il dit « Ah, vous savez, Monsieur Wayne, c'est vraiment un bon gars. » Et Dick Grayson regarde Tim Drake et dit « Oui, Bruce Wayne, c'est vraiment un bon gars. » Et on comprend qu'il est capable de faire une distinction entre Bruce Wayne et Batman. Puis que sa chicane, c'est avec Batman qu'il l'a, tu sais. Fait que tout cet aspect-là de Robin dans Titans, là, pour moi, c'est pas incompatible avec ce qui se passe dans le DC Universe. Là. Regarde, moi, je suis d'accord à peu près avec toi. C'est parce que ça fait longtemps que je le dis. Batman, c'est pas un personnage avec qui j'ai beaucoup d'affection. C'est pas un personnage sur lequel je tripe beaucoup. J'ai lu à peu près tout ce que Frank Miller a fait dessus. D'autres personnes qui ont fait du Tonalo. Pour moi, Batman, là, le côté justicier, bon gars, tout que le monde fait comme « Ah, c'est le meilleur gars du monde. » Fuck you, OK? C'est pas Captain America. C'est un Punisher avec un code moral qui fait qu'il ira pas au bout. Sauf que, le premier épisode que le monde a dit « Hey, il est tout trop violent, il a scrapé à la face du monde sur du béton, là. » Excuse-moi, là. Tu me donnes le choix de me faire scraper à la face un building, comme me faire avoir une fracture ouverte par Batman, là, hein? Pète-moi la face sur un mur, OK? Et il y a le fait que, ce qu'on comprend au travers de la série, c'est que Dick Grayson, au travers du personnage de Robin, passe comme dans un autre univers. Là. C'est les enseignements de Batman qui prennent le dessus. Et justement, là. c'est parce que Batman, à base, même Bruce Wayne, c'est quelqu'un qui est asocial. C'est quelqu'un qui est amer, qui a beaucoup de frustration. Puis même dans la série, qu'il écrit à la lettre à Robin, qui fait comme « Tu veux passer ta colère? Tu sais pas comment passer? Viens me voir, je vais te montrer. » C'est pas sain, ça. Mais non, c'est pas sain. Je vais te montrer, là, quand donner des coups de poing d'en face du monde, là, tu vas te sentir mieux par après. Et je te dirais que la carrière de Batman est en 4 temps. Tu sais, il faut toujours que tu regardes ça aussi quand tu regardes un film qui est fait sur Batman ou un comic qui est fait sur Batman, c'est-à-dire à quel moment de sa carrière ça se passe. Tu sais, t'as le premier moment où il est seul avec James Gordon, où il est dans un Gotham qui est gangréné par la mafia, où il n'y a pas encore de super vilains, où ils sont peu nombreux, qui est une période associée peut-être plus là, au début des années 30, puis tu sais, qui a un air un peu gothique. Moi, j'entre les Batman de Tim Burton dans cette ère-là. J'entre peut-être Batman Begins dans cette ère-là. Tu sais, ça, c'est sa première partie. T'sais, si tu fais un film sur Batman, tu peux te concentrer juste là-dessus. T'as le moment où il rencontre Robin, et que c'est l'âge d'or. Tu sais, tout le monde est joyeux, le Old Chum, la Adam West, la période où que les souvenirs qu'on a semblent nous dire sont fins, sont joyeux, tout va bien. T'as la période, justement, de la fracture entre Robin et Batman.
Ben, mais tu sais, la fracture, c'est ça. Il ne faut pas oublier que Robin, qui a commencé, même dans la série, là, présentement, on parle d'un flou qui a à peu près 11-12 ans. À peu près. Puis l'autre point, chemin que je dirais que c'est pas un Punisher parce qu'il dit pas le monde, il faut jamais oublier que si tu te bats au corps à corps, si tu te bats contre 10 personnes, c'est sûr pas que les 9 autres te sautent dans le dos pendant que tu vas faire ça à la dernière personne. Il y en a plus un qu'il faut qu'il bouge. Et Ça veut dire que c'est des blessures graves qu'il faut t'infliger au monde. Et je finirai avec la 4e période, qui est celle que Frank Miller a le mieux illustrée, celle d'un vieux Batman sans rédemption, où il n'y a pas de recul, où il est devenu obsédé par sa mission, où Bruce Wayne n'existe plus. D'accord. Puis j'ai beaucoup aimé, là, sans vraiment rien spoiler, je pense que vous avez lu des titres de la série, Jason Todd est présenté là-dedans. Puis Jason Todd a sorti une réplique qui vient justement de Frank Miller. Fait comme, va chier les policiers, là. Un policier à Gotham, là, c'est sûr que tu te calisses de ta job, au bec que t'es un corrompu. Et je pense que c'est Wonder Girl, à un moment, qui dit « Wonder Woman sauve les gens. Batman punit le monde. » Oui, effectivement. C'est ça, là. C'est ça. Ben, Wonder Girl de Notre, c'est ça qu'elle dit. Moi, j'ai été élevé dans l'amour, puis si tu vois à toi, t'es poigné d'intérêt, puis dans l'amertume totale de la vengeance, puis de tout ce qui est dark. La violence, Pat, ça t'a-tu dérangé au premier épisode ou c'est quelque chose sur lequel t'as eu à passer par-dessus? Contrairement à toi, là, ça m'a pris 12 minutes de j'aimais la série. À ce point-là? Ouais. À ce point-là, puis la violence t'a fait... Moi, je m'en fous. Non, parce que c'est graphique, là, on va se le dire. C'est très graphique. Ça choque un peu parce qu'on n'est pas habitué. La violence, oui, elle est un peu, je dirais, odieuse à quelque part, là, parce qu'elle va loin, puis on se rend compte que cette violence-là n'est pas seulement juste dans le premier Batman, pas dans le premier Batman, dans le premier Robin, c'est dans la culture de Robin même. Quand tu arrives, tu as le second qui est aussi violent. Aussi, qui est un douchebag de la pire espèce. Et tu as Jason Todd qui est un maniaque. Là. Carrément. C'est vraiment un maniaque. Donc, l'affaire, c'est que tu as 2 profils de psychopathes qui ont été élevés par un psychopathe. Ben, c'est un peu ça. Je pense que les gens ont de la misère. Ceux qui ont eu de la misère avec la série ont de la misère à voir Batman pour ce qu'il est. Moi, j'aime beaucoup Batman. Je l'ai tatoué sur le corps. J'adore ce personnage-là. Mais je vais dire comme Alan, il est pas sain, Batman. Ben, Batman, il est pas sain. Ça marche sans pas, compter qu'une fois que tu as fini la série, là, c'est que tu comprends le thème des ténèbres. Tu sais, avec Raven qui est là, Rachel, son père Trigon, puis tout ce qui trame alentour de ça, c'est une série qui tourne à travers les ténèbres et la rédemption. Ça fait qu'ils ont tous été chercher un côté ultra dark de tous les personnages, là. On va même comprendre pourquoi que Beast Boy est vegan, là, parce que c'est pas chic qu'est-ce qui se passe avec lui. Ça, c'est pas très traumatisant. C'est ça qui arrive, c'est parce qu'ils vont chercher tout le côté le plus dark possible de chacun de leurs personnages pour les amener vers une rédemption. Puis plus tu avances en série, plus tu vois que c'est vers là qu'ils s'enlignent. Et il faut pas oublier non plus que contrairement à la série de George Perez, qui était dans les années 80 à peu près, 70, fin 70, début 80, j'ai l'impression que cette période-là, elle a existé dans la série. Tu sais, je veux dire, quand Dick Grayson rencontre Donna Troy, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a eu une équipe. Oui, ben, qu'il y a eu un passé. Exactement. Moi, c'est à ça que je voulais faire référence tantôt. Quand tu disais, pensez pas que ça va être le truc de Marv Wolfman, tout ça. Je pense que c'était là. Je pense que la base, elle est là. Puis tu vois que par rapport à Robin, par rapport à Donna Troy, il y a déjà eu un autre team. Ah, ils ont déjà été ensemble. Il y a déjà eu un autre team parce qu'ils ont un passé de Second Leaguer qui était là aussi. Puis c'est particulier de voir, on parle de... Ils ont tous une tentative de rédemption, puis ils ont tous une certaine violence. C'est pas des saints, les personnages. Là. C'est à la base une vieille culture du super-héros que les super-héros tuent pas puis font pas mal aux gens. Alors que Batman, il a toujours fait mal aux gens. Moi, j'ai eu l'impression que c'était de la façon dont la série était filmée, puis de la façon dont on approchait la série, puis tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Quand je te dis que l'équipe a déjà existé, là, ça m'a fait penser à Watchmen. Mais ils font référence à Watchmen. Mais ça m'a fait penser à ça. Il y a eu une époque glorieuse où Donna Troy, Dick Grayson, puis probablement d'autres personnages qu'on connaît pas, qu'on sait pas, étaient là. Et là, maintenant, ils sont rendus genre un peu vraiment loin dans la carrière de Batman, dans cette carrière-là où les super-héros sont peut-être moins bien vus, puis moins... Ils ont tous l'air d'avoir eu un passé qui tend à... C'est comme des gens qui font une certaine rédemption, là, à quelque part,
qu'ils ont fait de quoi, puis là, ils essaient de se sortir de ce milieu vicieux-là. Parce que Donna Troy aussi, Ben oui. elle en parle, puis Elle a serré son lasso pour, heureusement, juste quelques secondes. Mais, je veux dire, elle a mis Wonder Girl de côté et elle dit carrément à Dick Grayson, j'ai appris à faire ma job d'une autre façon. Ah, mais de toute façon, par plus, la série, ce qui est le fun, là, à partir de la milieu, ils ne gênent plus, là. Tu sais, la Justice League existait, Superman est là, ils name drop tout le monde, puis quand ils font référence au fait qu'ils ont toujours tout travaillé avec les autres, puis que même la Justice League, rendu au niveau de ce qu'ils sont, ils ont tous des semis différents, là, parce que ils ont tous évolué, puis ils ont tous des mentalités différentes, là. C'est le fun pour ça, parce que tu vois qu'ils nous niaisent pas, puis que tout est déjà établi dans la série. Non, mais ça, d'ailleurs, les passages qui font référence à des personnages de DC ou à des situations de DC Comics sont très bien exploités dans la série. C'est de la mythose de DC all the way. Là. Écoute, on peut pas être plus en plein DC. Là. Écoute, c'est supérieur à tous les films de DC à date. Là. Et c'est triste. Puis ça touche à tout. Là. Écoute, c'est ça c'est ça qui aurait dû être à quelque part un tremplin semblable pour Justice League. Mm-hmm. Parce que ça tombe carrément. Écoute, on entend parler de tout le monde. T'as pas vu encore le dernier épisode, puis je veux pas te le spoiler. Non. Mais il y a quand même des références. Et la façon dont on nous montre ces gens-là, qu'on nous montre les autres personnages dans l'ombre ou avec des signatures qui sont propres à ces personnages-là, tu vas le voir dans le dernier épisode. Je te donne pas de nom, je te dis pas qui, mais c'est tellement brillant. Mais de toute façon, le dernier épisode, là, ouais, c'est Titan Bandersnatch. Là, c'est un épisode où tu as des choix à faire puis ça évolue. Sérieusement, c'est génial où ce que ça s'enligne. La seule affaire qui est plate, c'est qu'on voit qu'il y avait 11 épisodes, qu'il en avait écrit 16. Ah, vraiment. Là. Puis ça finit là. Parce qu'à la fin du 11e épisode, tu cherches le 12. T'as pas de sentiment de fin. T'es en plein milieu encore de la patente. Puis là, tu te dis, OK, il faut que j'attende quoi, l'automne prochain? Puis sans compter, là, même l'acteur qu'ils ont cherché pour faire Trigon, là, si vous avez écouté la série Castle avec Nathan Fillion, là, le policier qui avait l'air naïf puis super sympathique, là, qui était comme son associé, c'est lui qui ont allé chercher pour Trigon. Ça n'a comme pas rapport. Le gars, il est tellement sympathique, gang dans son allure, là. Ben, ça fait un peu, tu sais, ça fait Devil's Advocate. Parce que ça fit quand il parle, quand la mère de Donna Troy dit que c'était quelqu'un de tellement charismatique. Qui en a fait des disciples partout. C'est ça, exactement. Et tout le bout satanique, tout le bout... D'abord, la jeune actrice qu'ils sont allés chercher pour faire Raven, thumbs up, là. Ouais. Elle est vraiment bonne, là. Puis le look... Moi, j'avais de la difficulté avec le look de certains personnages. Je dois dire que le costume de Robin, j'ai encore beaucoup de misère avec. Là. Je trouve que ça fait cheap, là. Ça fait cuir, ça fait... Moi, j'aime ça. Moi, je l'adore. J'aime pas beaucoup son costume. Ben, t'as vu qu'il n'y aura pas le choix d'avoir dans la deuxième saison. Ouais, il a un petit peu explosé. Puis rien qu'avec Jason Todd, qui est arrivé avec sa nouvelle version du costume qui était mieux, là, ouais. on voit que ça va aller quelque part. Ça va évoluer. Mais tu sais, on est encore dans le caoutchouc. Puis chez DC, on a une fixation avec le caoutchouc, là. Au moins, c'est pas du CW avec du cuirette cheap. Non, mais c'est un mélange de caoutchouc et de cuirette cuir. On dirait qu'ils ont pris les restes de cuirette du CW puis les restes de cuir les restes de caoutchouc de Batman and Robin, puis ont mis ça ensemble d'un moule. Et Dieu merci, là, à la fin, là, qui a été chercher son espèce d'habilitateur noir, là, Starfire, c'était le temps. Ah, c'était un peu le temps. Son manteau de poil, là. Ah, non, mais laid, vous êtes vraiment... Hein, vous êtes coquins, hein, vous deux. On est coquins. Comme deux polices du style. Ouais, on est les gens Héroldi. Vous êtes toujours en DC. train... Écoute, vous êtes terrible. Non. Vous êtes toujours en train de parler de costumes de super-héros. Mais c'est important, parce que le costume, c'est la base. Les bobettes en CGI d'un tel, le chest, le masque qui ne fitait pas sur la face d'un tel, puis là, le cuir, non, le caoutchouc. C'est important, Pat! C'est important, le costume! Le deuxième costume là, de Starfire, là, je m'en foutais de l'allure que ça avait. Là, le cleavage, je me fais oublier le reste. Parlons de Starfire, qui a été probablement la plus grosse critique lors de la sortie de la bande-annonce, sur le choix de l'actrice, sur les effets spéciaux qui avaient l'air cheap, sur le costume qu'on comprenait pas trop. Je pense qu'après avoir écouté 2 épisodes de la série Starfire, c'est pas mal la meilleure de la gang, là. Je vais donner une chose. Comme je t'ai dit, Martin, là, elle est noire, puis elle est foncée, là, comme noire. Tu sais, elle est pas pâle. C'est une noire. Elle a les cheveux bouclés rouges, puis elle porte du violet brillant, puis elle reste belle. Non, elle est vraiment belle. Elle est belle. Elle est terrible. Mais son costume de... Sérieusement, le seul costume... truc,
C'est le manteau de Ouais, poêle. le maudit manteau. Mais c'est l'hiver. Il aurait dû peut-être y mettre un autre trench coat parce que c'est l'hiver, mais le manteau de poêle. Ah, le là, manteau de poêle. je veux bien est croire qu'il était payé dans un univers de Pym, là, mais il y a une chose, par exemple, par rapport au costume, là, hein. Il devait commencer à sentir mauvais, rendu au 6e épisode, le monde, hein. Ah là, ils l'ont longtemps, le costume, hein? Ouais. C'est quand même un petit bout. Et Pat, t'as amené un élément dans notre conversation, de notre groupe privé. D'ailleurs, vous devriez jamais voir ce groupe-là. Il se passe beaucoup trop de choses. Ah oui, c'est terrible. Cela étant, t'as amené un point que j'ai aimé, la trame sonore. La trame sonore. La trame sonore est épatante parce que Starfire, justement, découvre à quelque part, elle essaie de se faire une idée de qui elle est. Là. Puis, elle est dans un char de Pym, un muscle car absolument génial. Et elle écoute que du disco. Et quand elle C'est apparaît, bon, hein? c'est du disco. Tout le Et temps. c'est tellement épique. Là. Puis, il y a un autre épisode, je vous vends pas de spoil moi non plus, là, mais il y a un autre épisode où elle pose une question à savoir qu'est-ce qui joue dans le truck. Puis là, elle trippe au fond parce qu'elle change de style musical. C'est tellement génial. Mais la trame sonore a été tellement bien utilisée. On passe du clavier à la Stranger Things, à la 1980 qui est bien utilisée, au disco quand Starfire est là, au rock avec la Doom Patrol, parce que là, je vous vends pas de spoil, il y a un épisode qui s'appelle Doom Patrol. Et d'ailleurs, ça promet. S'ils veulent faire une série puis que ça reste dans cet univers-là, ça va être malade. Ben, là. la Doom Patrol qu'ils ont intégré là-dedans, là, on dirait qu'en passant, ce qui était le fun, c'est qu'ils ont sorti du style qu'il y avait pour Titan, puis ils nous ont montré dans quel moule allait rouler Doom Patrol. Puis c'était malade. Non, Sérieux, c'était malade. Brendan Fraser était fucking cool. Là. Ça va être un... Ben là, on l'a pas vu. Ben oui, c'est Monsieur Robot. C'est le robot qui fait... Ben oui, c'est c'est- Brendan Fraser qui Mais fait t'as le pas robot? vu ses photos? J'ai même pas remarqué. C'est lui des photos. J'ai même pas remarqué. Ah ouais? Non, j'ai pas remarqué pantoute. Mais c'est malade, parce que le Non, robot, non, il est cool, là. Mais tout le casting de toute la gang qui fait la Doom Patrol est génial. Ah, là. c'est malade. C'est tous des acteurs cool qui ont fait plein d'affaires tripantes. Même le gars, là, Negative Man. Et il y a une scène avec du AC/DC, d'ailleurs, qui m'a marqué quand il est en Ouais. train de cuisiner. Ah ouais. là. C'est merveilleux. Puis c'est un là. acteur qui est super trippant aussi, Ah, qui a c'est fait une vraiment couple bien. d'affaires. Lui, L'autre affaire que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est allé chercher deux personnages que moi j'aime dans l'univers de DC qui ont pas beaucoup d'exposition. Tu sais, c'est un peu genre des personnages très obscurs, là, pour ceux qui les connaissent pas. Tu parles de Hawk and Dove. Hawk and Dove. Les Hawk personnages, and Dove. super cool. Ils ont été chercher des acteurs qui fit bien. En tant Ils que sont footballeur malades. douchebag, là, il est terrible. La fille qui ont été chercher, que j'ai oublié son prénom, Madame Kelly, là, hein, Es-tu belle? j'étais sûr qu'elle était fin vingtaine, début trentaine, elle est née en 1980. Là. Ouais. Elle a 38 ans, la madame. Puis elle est belle. Elle là. est belle, c'est incroyable. À un moment donné, Rachel l'appelle Khaleesi, en référence à Emilia Clarke dans Game of Ouais, Thrones. parce que d'ailleurs, elle écoute un épisode Elle de écoute Game of Thrones au Thrones. début. Mais il y a juste une affaire avec ces deux personnages-là, c'est qu'il y a un épisode où ils parlent beaucoup des autres, mais le problème, c'est qu'on voit que ça a un lien pour une suite d'un épisode suivant qu'on n'a pas. Mais moi, j'ai adoré cet épisode-là. L'épisode Je- était super bon, parce que le problème, c'est qu'il y avait un cliffhanger qui menait à quelque part Mhm. qu'on n'a pas. Parce qu'il était indépendant de toute la série. Oui. Puis peut-être qu'on À aurait part dû pour l'appel l'avoir... à l'aide qui est Ouais, lancé c'est ça, là-dedans, là. sauf que l'appel à l'aide n'a mené à rien dans la saison qu'on avait. Mais peut-être qu'on aurait dû mettre cet épisode-là après nous les avoir introduits dans l'épisode de Hawk and Dove pour savoir d'où il venait. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là de lui, son frère qui est le premier Dove, qui arrive un accident, puis blanc. Puis là, je veux pas trop spoiler, mais il arrive toutes sortes de choses à ces deux personnages-là. La fille, le gars se retrouvent. Sincèrement, j'ai trouvé... tu sais, aller chercher deux... Puis ça, là, c'est du grand Geoff Jones, hein? Oui, aller ça a chercher- paru, ça. Deux personnages out of nowhere qui ont des continuités différentes dans à peu près toutes les crises que DC ont eues. là. C'est jamais les mêmes, Hawk and Dove, puis il y a toujours de quoi de compliqué avec eux autres. Il a réussi à y pogner, à faire un melting pot avec ça, puis nous garocher ça de même sur l'écran. Moi, j'aurais pris une série Hawk and Dove. Effectivement, mais c'est ça, c'est parce que je viens de lire 2 omnibus de Geoff Jones qui a retravaillé sur les origines de personnages. C'est que j'ai lu pour environ 8 ans de Geoff Jones en l'espace d'un mois. Puis aller rechercher des origines des personnages, puis bien travailler, là, on voit que c'est sa force. Puis il a bien réussi, sauf que le problème, c'est qu'il était out of time, l'épisode, puis il fitait pas, puis il amenait quelque chose qu'on n'a pas cette saison 7. Ça fait que c'est pour ça que je te dis tantôt qu'on a l'impression qu'il avait écrit pour 16 épisodes, mais ils ont dit à 11 qu'on arrête ça là. Puis là, tu fais comme... Asti. Ah, il manque de quoi. Il manque de quoi, la fin, il manque de quoi, là. Tu sais, moi, cet épisode-là, je vous l'ai écrit, ça, je l'ai trouvé un peu soporifique. Il est intéressant, mais tu sais, s'il y avait... Je l'ai trouvé qu'il s'étalait sur trop longtemps. Là. Le 46 minutes, là, je l'ai senti d'aplomb. Moi, tu vois, c'est l'épisode de l'asile que j'ai trouvé d'abord, un, redondant, deux, il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Là. Je veux dire, Non, ça regarde, ressemblait à un c'est vieil un- épisode d'une autre série. Mais tu sais, là. c'est ça. Tu sais, quelqu'un qui se fait capturer puis qui se fait tabasser. Là, Puis il y a donc bien pas de garde dans ce style d'asile-là.
M'amener, ils sont tout seuls, puis ils se sauvent les uns après les autres, puis il n'y a pas un crise de garde. Ben, ils l'ont expliqué à la fin que c'était volontaire parce qu'il fallait qu'ils réussissent. Ouais, ça aussi, là. Ça, là, les grands plans à la Joker dans The Dark Knight, à m'amener, je commence à en avoir soupé, là. Tu sais, il faut que tout rentre dans une petite case pour que ça marche, là. Tu sais, il y a un anicroche dans le plan, ça marche plus. C'est pas parce que Starfire est parti d'Autriche pour arriver à Détroit 15 minutes après que ça marche pas. Ça, c'est l'autre problème de la série. Les distances, aux États-Unis, ça a l'air assez facile de faire du voyage, hein? Il roule vite. Il roule une petite affaire vite. Il roule vite en tabardouche. C'est Écoute, pas trop long qu'il se retrouve, hein? C'est assez épatant, là, tu sais. Lui, c'est juste à tant de kilomètres ou à 1 heure de route. Puis là, Tout d'un coup, t'es déjà là, toi. Ils sont partis là. Ouais. Mais La même personne est pas elle fait de partie. l'asile. Hey, partez, allez voler un véhicule là-bas, on vous rattrape ailleurs. Il s'en va quelque part en pick-up. Les 2 premières personnes qui arrivent sur le bord de la route, c'est les autres. Ils ont Ah rien oui, dans la banque. c'est- Tout. Mais tu sais, il y a un moment donné où Dick Grayson arrive sur l'événement où ce que Starfire a fait péter à la chambre de bain. Puis genre, il la rattrape dans demi-heure d'après. Là. Ça faisait genre déjà presque 1h30, 2 heures qu'il était parti. Mais il la rattrape pareil. Il roule un petit tantinet pas trop vite. Il se téléporte. Il se téléporte un des deux. Puis peut-être un autre coup de cœur, là. La famille. Ah oui, les méchants. La famille nucléaire. Oh man! OK, ça remonte à du très très vieux DC, puis c'était pas des personnages qui étaient amarchés de même, mais de la façon qu'ils les emportaient. Là. C'est-tu bon? Ah, mais ce qui est le fun, c'est qu'on sait qu'ils peuvent revenir. Ben oui, parce qu'on se rend compte au fil de la série qu'ils font juste les remplacer. Ben, pas rien que ça, ils téléchargent les souvenirs et la mémoire du monde dans d'autres corps, tout simplement. C'est tout ce qu'ils font. Ils les téléchargent dans d'autres C'est personnes. tellement bon. C'est probablement mon méchant of the year. Là. Et sincèrement, toutes les batailles qui impliquent la famille, c'est très violent. Là. Très, très, très violent. Mais c'est bien fait. Ouais, Ça la se plupart des tolère. bagarres, il y a une couple de coups de poing qui passent à un pied de la face, ça paraît, mais ça reste moins pire que 90% des combats de Marvel chez Netflix. Ouais. Est-ce que... Ben ça, c'est là l'autre question. Tu m'apportes une question. Pat, tu as peut-être une réponse pour moi. Est-ce que c'est la rédemption? Est-ce que c'est l'échappatoire de Netflix d'aller s'associer avec DC au moment où ils perdent leur série de Marvel? Ben, moi, je pense plutôt l'inverse. Oui, pendant qu'Alan montre la Ouais, réponse. exactement. Parce que moi, je pense plutôt, parce qu'Alan nous l'a dit tout de suite quand on a commencé samedi matin, tous les trois, à écouter la série, là, que c'est maintenant écrit gros, c'est un Netflix original série. Ça m'a surpris, ça, d'ailleurs. Moi aussi, ça m'a surpris, je m'en attendais pas, mais je pense plutôt que, comme on dit, là, attraper la balle au bon. La gang de Warner s'est dit, ouais, eux autres, ils veulent tous récupérer les œufs, mettre tout ça dans le même panier, faire chier tout le monde. Ben, nous autres, aussi, on va prendre la place. Ben, ça me fait penser à la Puis, fois... c'est une excellente idée. Mais ça m'a fait penser à la fois où J.K. Rowling avait essayé de vendre Harry Potter aux gens de Disney. Puis Disney avait dit, ça nous intéresse pas. Puis Parce l'autre que- bord de la rue, t'avais Warner. Parce que personnellement, je me pose la question parce que les autres, ils citent, c'est ZTL qui a racheté Star Trek Discovery. Exact. D'ailleurs, dans le monde qui écoute sur Netflix, est-ce que c'est écrit Netflix Original Série? Je suis pas sûr. Je suis convaincu. Mais moi, je pensais qu'ils avaient juste acheté les droits de distribution. Mais si on met une Original Série, c'est parce qu'ils ont mis plus de cash que le droit de distribution. Ben, là. ça veut dire que ils acceptent de céder les droits sur la plateforme de DC aux États-Unis, c'est- mais que partout ailleurs au monde, c'est eux autres. C'est pas juste ça, c'est parce que ça, aussi DC a dit va chier, péter les limites des frontières ailleurs dans le monde va me coûter trop cher. Si je m'associe à Netflix, à place de payer pour être distribué ailleurs, je ramasse le chèque. Exact. Mais ils ont bien fait. Ils ont mais je bien suis pas fait. sûr que Discovery, par exemple, ça soit écrit à Mais Netflix. justement, Original Series. c'est pour ça que moi, quand j'ai vu le Netflix Original Series, ça m'a jeté à terre. J'ai fait, c'est pas normal. Là. Ça veut dire que Netflix a injecté beaucoup plus d'argent chez DC qu'on le pense. Parce que, admettons, là, puis on fait de la supposition, là, qu'ils perdent tout le pan Marvel des super-héros chez Ben, Netflix. là. justement, à s'associer avec Warner pour ramasser tout ce qu'ils là, ont, c'est ça ça. vient de régler le problème. Ça vient de régler un Christy de problème, là, parce que le ton, en plus, de Titans est pas tant différent des séries de Marvel. Là. Non. Puis en plus, ils ont déjà une entente. Exact. Parce que c'est eux qui vont diffuser puis distribuer via Netflix les animes de Warner, de DC. Ils en ont déjà plusieurs, Ils en ont d'ailleurs. déjà plusieurs. Puis ils ont tous les shows. Ils ont Gotham, ils ont Supergirl. Ils ont Arrow. Ils ont Arrow. Il m'en manque-tu? Puis Warner regarde Disney partir sa Ils ont chaîne, Flash. puis ils se disent pourquoi on partira à un autre. Là. Ils ont Flash. Écoute, ma blonde écoute... Arrow qu'on n'a pas au Canada. Ouais, effectivement, Arrow, Ouais. nous autres, on l'a pas. Parce que ma blonde écoute toutes ces séries de la CW? de CW sur Netflix. Mais moi, je pense qu'effectivement, ça devient un beau pied de nez puis une belle balle à rattraper de la part de Netflix de se dire, regarde, Disney veut commencer à nous faire chier. Nous, on a une expertise maintenant sur les séries de super-héros. On en a fait déjà pas mal. Warner est intéressé à s'associer avec nous autres. Go for it, là.
sais, il faut juste pas que ça fasse chier leur service aux États-Unis en faisant comme moi, mais pourquoi dire qu'on paye puis partout ailleurs dans le monde, ils l'ont avec Netflix. Mais c'est pas grave, Netflix, c'est les poches profondes, c'est qu'ils vont leur shooter de l'argent ad vitam aeternam. Au Oui. pire, ils vont les acheter. Ou il peut y avoir tout simplement une expiration. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, après 2 ans, mettons, à rouler sur DC, tu l'envoies sur le Netflix américain. Mais c'est quoi? C'est le crise de problème. Moi, je suis bien content, je l'ai eu par Netflix. Ouais, J'ai pas eu à effectivement, payer. puis on sait que ça va faire. Vu qu'on a vu que c'est Netflix original série, ça veut dire que Doom Patrol, ça va faire la même chose. Young Justice, le dessin animé d'Harley Quinn, Swamp Thing qui s'en vient aussi au mois d'août. Non, il y a beaucoup de choses de prévues là. Je les ai à peu près toutes nommées. Tu as Young Justice, le dessin animé qui a commencé dernièrement. Après, tu as Doom Patrol, tu as le dessin animé d'Harley Quinn. Puis tu as la série TV aussi de Swamp Thing. Bon, ben, tu vois, tu as pas mal déjà tout le kit pour avoir une bonne ligne de trucs intéressants à offrir aux gens. Oui, tu allais ajouter, Pat. Ce qui est capoté aussi, c'est que si on prend par exemple Netflix, quand ils vont nous garocher leur Netflix original série, c'est que tu sais que tu vas l'avoir pour un marché international, puis ils font ça dans une quantité de traductions complètement délirante. Parce que, bon, moi, j'ai le faible d'écouter mes affaires souvent en français. Mais t'as le droit, là, il n'y a personne qui va te juger. Oh, ben, des fois, ça dépend. Et en ce moment, la traduction est excellente. Là. La traduction est vraiment excellente. Et c'est surtout, moi, ce qui m'épate toujours, c'est tout l'argent investi pour aller chercher toutes ces traductions-là. Pour être sûr que ça aille dans plein de marchés. C'est incroyable comment est-ce que Netflix frappe fort dans ce temps-là. Ben, et ça, il faut dire merci à l'Europe, qui sont des tricus totales. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand House of Cards avait sorti à l'époque, que je m'étais abonné à Netflix, toutes les traductions étaient faites au Québec. Parce qu'ils essayaient de percer ici, mais en Europe, ils n'étaient pas encore percés. Mais quand ils ont essayé de rentrer en Europe, parce que, veux pas, il y a plus de millions d'habitants qu'ici, il y a une loi en Europe qui est conne, qui fait que si il y a un sub qui a été fait en français ailleurs qu'en Europe, elles autres sont syndiquées. Oui, je sais, Sophie Préjean en avait parlé. C'est pour ça que tout est traduit en Europe. Puis vu qu'ils essayent de percer de plus en plus en Europe, tout ce qui est Netflix original, ils mettent le français dedans parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu avais Sophie Préjean qui avait fait une sortie là-dessus de la part de l'Union des artistes en disant qu'on devait s'entendre avec Netflix pour faire des traductions parce qu'effectivement, ça parle de ce que tu viens de dire là. Mais en Europe, ils sont syndiqués puis il n'y a rien à faire. Si c'est traduit ailleurs qu'en Europe, ça ne peut pas traverser le C'est de faire un partenariat entre les deux. C'est là-dessus qu'elle voulait travailler, c'est-à-dire d'avoir une moitié de cast. Bonne chance français avec international, c'est toujours compliqué, mais il y a des possibilités, il y a toujours des possibilités. Là. Hey, ça fait des années, là, depuis les années 70, qu'il y a ce conflit-là entre le Canada et l'Europe. Entre le Québec et l'Europe. Il y a des films, moi, que j'ai des versions françaises sur mon DVD que je me souviens pas. Des fois, moi, je prends juste là, le marché, là, quand tu arrives et tu as une madame qui dit « Ouais, mais là, pourquoi est-ce que j'ai pas ma piste française sur telle affaire? » Ben, c'est pas compliqué. Tu l'as écouté en français parce que c'était le droit de diffusion qui avait une traduction qui avait été faite ici, mais le droit de vente qui n'est pas le même marché, lui, ben il y a une guerre entre l'Europe et ici, donc c'est sûr que tu n'auras pas la même traduction, fait qu'elle n'a pas le droit d'être vendue ici, pas le droit d'être vendue là-bas. Parce qu'il y a des films, moi, je sais pas pour toi, Alan, là, mais moi, il y a des films de jeunesse que, pour des raisons de nostalgie, je suis pas capable d'écouter en version originale. Moi, je me rappelle que j'avais acheté Men in Black, le premier en VHS. J'avais été la reporter au Walmart. Parce que c'était pas la bonne traduction. Sérieusement, qu'il a dit la petite Tiffany là, était montée au réverbère. J'ai fait le calice de film, là, je vais la reporter. Parce que moi, Ninja Turtle, pas capable de l'écouter en d'autres langues qu'en français. Labyrinthe, pas capable de l'écouter en d'autres choses qu'en français. Et Labyrinthe, il y a une crise de version française de France qui circule. Vraiment le chiant. premier DVD de Batman de Tim Burton. Oui, il y a 2 versions à celui-là. Il y avait une version française sur le premier DVD. Là. Je me rappelle, la première fois que j'avais écouté, là, j'ai commencé à écouter le film, j'ai fait toi, je t'écoute pas. Non, puis Batman Returns, même affaire en passant. Je te ferai remarquer que mon Steelbook de Batman Returns a une version française de France. Okay. Et mon DVD de Batman Returns, qui était dans le coffret, a la version qu'on avait ici en français international, Québec. Là. Et honnêtement, je suis pas capable d'écouter le Steelbook en français. Oublie ça. C'est impossible. Ouais, il y a des Écoute, je connais les répliques en français par cœur. Pas juste ça, c'est parce qu'il y a des traductions françaises qui sont tellement lourdes. Parce que sur Netflix, ils utilisent le bon casting européen pour faire les traductions. Puis qu'à une certaine époque, dans les années 90, là, je sais pas si tu te rappelles du deuxième film Clanche, Speed. Oui. Ce film-là, j'avais été le voir au cinéma. Là, de un, il était mauvais, là, puis il avait gardé la tradition européenne avec les... Tu sais, les Français, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Là? Ben, le bateau, là, il va à toute vitesse, là, on va se péter la gueule là, sur le quai. Oh, mais là, on va tous mourir. Bon, il n'y a pas de danger. Aucune émotion. Tu vois, le monde s'arrache les yeux, ça va partout, puis ils n'ont aucune émotion pendant 2 heures. Tu fais comme... Oui, mais il y a des fois aussi où ça fait le contraire. T'sais, moi, j'étais toujours habitué d'avoir Arnold Schwarzenegger avec sa voix européenne. Puis quand Yves Corbeil est arrivé,
Ça a passé Terminator comme, 3 qui était déjà mauvais. Là, tout ce que tu faisais, c'était écouter Yves Corbet. Puis moi, c'est pas mêlant. Tous les fois que j'entends Yves Corbet, petite baronne dessous, j'entends juste ça. Là. Je suis pas capable d'écouter un film avec Yves Corbet. Le 6 avec la barre en Le dessous. petit 6 avec la baronne dessous. Et là, qu'est-ce que vous allez faire avec le 1000 là? Vous allez acheter un voyage, hein, un nouveau sofa, un frigidaire. Là. J'entends juste ça. Non, mais prenez par exemple, si on fait l'inverse, il n'y a personne qui serait capable de se taper les Disney européens si vous entendiez pas pour Aladdin, Joël Legendre. Ah non, c'est clair. C'est Parce clair. que, écoute, nous autres, là, il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient puis qui disaient « Oh non, c'est pas la bonne traduction qui est ça. » Parce que Disney, là, on remet ses films dans la voûte, ils les vendent pas pendant tant d'années, puis là, ils ressortent. Puis quand ils ressortent, ben là, est-ce que les droits de traduction sont encore les mêmes? Puis là, t'as plein de monde qui capote parce que c'est même pas les mêmes tunes. Non, les paroles changent. Tu sais, c'est lequel, là? C'est pas dans Nemo là, qu'il y a un petit poisson que la toune n'est pas la même dans les deux versions. Non, c'est là. ça. Puis ça gosse. Puis t'as tellement Ouais. raison. Sur les Disney, c'est Hey, encore c'est pire. fou, ça. Parce que moi, Aladdin, si tu le décolles, puis c'est pas Joël Legendre qui est dans un parc. Excuse, Joël Legendre qui chante. Je suis pas capable, là. Bon, à cette heure, Il fallait alors. mais moi, on va te dire qu'Aladin, à cette heure, quand je sais que c'est Joël Legendre qui est seul d'un parc, là, Frotte là, ballon. hein, frotte ma lampe, va sortir un génie, là. C'est vrai que ça a amené toutes sortes de. Hein, un nouveau monde, là. À cette heure que je sais qu'ils espionnent les princesses, ça me fait un peu bizarre. Juste une petite affaire bizarre. Mais bon. Bon. Changeons de sujet. Changeons donc de sujet. Mais tu me fais penser on va avoir peut-être le même genre de débat quand les live-action de Disney vont sortir. Tu sais, c'est par exemple dans Le Roi Lion, là, c'est pas vraiment un live-action, là, ça va être du CGI. Là. Puis Jeremy Irons, là, il est encore vivant. Là. Ouais, mais Puis moi, c'est lui, Scar, dans ma Mais tête. non, là. mais ta minute, là, c'est pas la même affaire, pas en tout, là. Tu sais, live action d'Aladin, là. Je m'attends pas à entendre une voix de personnage de dessin animé. Ben moi, je veux Joël Legendre. Mais non. Je veux que Joël le traduise. J'ai juste hâte de voir un lion fait en CGI qui a l'air d'un vrai lion manger des limaces. Ça va être spécial, ça. Ça va être crissement bizarre. Ça va être vraiment spécial, honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Mais dans le live action, tu sais, surtout pour Le Roi Lion, ça se prête plus qu'Aladin parce que le cast est pas là. Tu sais, je veux dire, James Earl Jones, il est encore vivant, là. D'ailleurs, je pense qu'il est encore là. C'est le seul du cast original, je pense qu'il est là. Puis vous en remarquez qu'Aladin, là, depuis qu'on a vu Will Smith en chess, là, hein, puis qu'on dit qu'elle allait être bleue, bizarrement, on n'a jamais vu une image de bleu, hein. Ils sont en train d'en tourner le film, puis ils en fait des effets spéciaux, hein. Tu penses pas? Sinon, le lendemain, on aurait vu une hostie de photo de lui en bleu. Hey, c'est fou comment ils ont géré ça, hein? Ah, non, Le inquiétez-vous pas, lendemain, on aurait vu une photo de lui en bleu, ça aurait été vrai. Ah, inquiétez-vous pas. Ça, c'est le personnage quand il est en humain dans les rues d'Agraba. Ah, ouais. Ah oui, le CGI n'est pas terminé encore. Dépêche-toi. Mais elle est bleue. Fait que lui, il vient de perdre son rôle. Gros jambon. Hey, pendant qu'on parle de Netflix, vous vouliez me glisser un mot sur Planet Eater Godzilla, 3e anime de cette série, dernier? Oui, et on va... c'est relatif. Et là, on va chicaner. Parce que, moi, là, Godzilla... là, T'es un expert, là. Ouais. Il serait assis en train de grignoter un caillou pendant 8 longues heures. Et c'est juste ça. Là. Puis de temps en temps, peut-être qu'il y a un oiseau sur son épaule. Fait que toi, t'aimerais ça, genre Je Godzilla dompe d'une toilette pendant 2h30. Non, ça, c'est une toune de mon oncle Serge. Ah, OK. Il sert du stade olympique pour chier. C'est vrai. Donc, Quand toi, tu vois comment est-ce que... ta culture, tu connais tout de Godzilla, même les tunes de mon oncle Serge. Mais, ouais, tu puis, m'as... ouais, c'est une hein, belle balle puis- courbe, ça. c'est Ça, je l'ai pas vu venir, celle-là. Mais n'empêche que, OK, toi, t'es un vendu. C'est ce que tu Je essaies suis un de nous vendu. dire. Je suis un OK. vendu. Donc, ça reste quand même une série étrange qui partait dans une drôle de tournure avec une morale, je vous dirais, là, métaphysique fuckée. Et là, ils l'ont mis là, à son extrême. Tu sais, moi, j'aime pas le nouvel âge puis toutes ces affaires ésotériques-là. Là. Je m'en balance, là, je m'en tape le pompon puis je m'en sac. Là. Mais ils sont Mais- allés vers ça? Ils sont allés vers ça. Et ce qui est particulier dans ce récit-là, c'est de voir toute la manipulation de ce que la religion peut faire pour faire capoter les gens versus telle affaire. Mais là, t'as peu. Mettons, moi, je connais rien de Godzilla. Là. Je connais fuck all. Là. J'ai-tu besoin d'avoir un minimum pour écouter ces 3 animes-là ou on reprend une histoire de Godzilla? On fait une histoire là, complètement Nouvelle, là. Puis c'est un truc assez épique science-fiction aussi, parce que la technologie est quand même assez élevée. Puis je pense que plein de néophytes vont soit détester ou soit trouver ça très, très, très ennuyeux, fucké, là.
Mais c'est quoi? C'est combien de temps, ça, chacun des épisodes? C'est 1 heure et demie, chaque. c'est quand même pas si pire. Hein? C'est 1 heure et demie chaque. Moi, j'ai aimé la manipulation, la folie religieuse, parce qu'on l'avait déjà vu dans un autre épisode. Tu sais, ce qui est particulier, c'est qu'il décrit bien. Tu as les humains qui pensent à la guerre, à la vengeance, à la stratégie. Tu as l'autre race que ma blonde n'arrêtait pas de répéter, les bilibos, là. Eux autres? Eux autres. Puis écoute, à chaque fois qu'ils disaient le nom, là, j'entendais la petite voix de ma blonde qui faisait « Oh, les bilots! C'est quoi ça? En tout cas, ils ont un drôle de nom bizarre que quand ils le disent, t'as envie de le répéter toi aussi. Là. Ça fait très Teletubbies comme nom, mais bon. Puis eux autres, ils sont full mariage avec la technologie. Ils se laissent assimiler par un... Non, ça se passe en quelle année, ça? C'est sur quelle planète, ça? 3000 quelque chose. Là. Ils se Ah, laissent, c'est qu'ils sont fuckés, ils se japonais. laissent assimiler là, par un virus techno-organique. Puis tu as une autre race qui... C'était comme eux autres qui ont amené la technologie, qui ont amené l'idée d'essayer de combattre Godzilla parce qu'eux autres, ça leur était déjà arrivé. Puis eux autres, c'est des fanatiques religieux qui pensent à leur Dieu puis à la foi. Et c'est la foi qui va les amener contre ça. Et là, tu vois comment c'est les trois clashs des trois idéaux qui chient. Puis c'est intéressant de remettre en contexte le fanatisme religieux, la technologie d'aujourd'hui qui gouverne le monde. Puis tu as toujours quelqu'un qui veut se taper sur la gueule. Genre les États-Unis. Mais etc. est-ce que ça conclut bien les 3 épisodes ou... Il y a une fin, il y a une conclusion, parce que je vais faire un résumé assez rapide. Dans le premier épisode, tu as le restant de l'humanité qui a abandonné la planète Terre, qui sont d'un vaisseau spatial, sont partis parce que Godzilla a pris contrôle de la Terre. Puis c'est la race extraterrestre qui a sauvé l'humanité et les amenait dans l'espace. Puis à un moment donné, il développe une technique pour réussir à poter Godzilla, c'est qu'il décide de retourner sur Terre, mais en passant d'un trou noir pour retourner sur Terre, ils se rendent compte qu'ils ont comme fourré leurs calculs mathématiques, ils sont arrivés 1000 ans plus tard. OK. C'est que quand ils arrivent pour combattre Godzilla, ils réussissent à le péter. Il y en a quelqu'un qui fait comme, ouais, mais en 1000 ans, si on suit le modèle de croissance de Godzilla, il était trop petit. C'est qu'à la fin du premier, il y a une montagne qui se lève. C'est le premier Godzilla que ça faisait 1000 ans qu'il dormait, mais il est 25 fois plus gros que celui qui avait botté. Là, ils ont fait « Ah, on est dans la marde ». Dans le deuxième, parce que Godzilla, en grandissant, vu que lui, il est techno-organique, il pollue l'atmosphère et la planète, puis tout devient en métal, puis tout devient techno-organique. Là. Tout est semi-métal, même les feuilles, les plantes, tout est inorganique. L'atmosphère est rendue toxique. C'est qu'eux autres, ils réussissent à trouver une ville en utilisant cette technologie-là avec les extraterrestres. Ils rebâtissent une ville en 3 heures, puis à partir de là, ils bâtissent Mega Godzilla. Puis là, il y a un clash entre Mega Godzilla puis l'autre Godzilla, puis ça se pète d'un bord puis de l'autre. Le deuxième, il n'est pas si pire que ça, parce qu'il y a pas mal d'action, puis ça pète d'un bord puis de l'autre. Mais quand tu arrives dans le troisième, tu as Godzilla qui est à moitié mort, puis t'as les extraterrestres qui font comme « Non, il faut pas le tuer parce qu'il y a King Ghidorah qui va arriver, puis on a besoin de Godzilla pour King Ghidorah. » Puis tu sais, King Ghidorah, c'est le dragon à 3 têtes. Là, c'est comme « OK, là, c'est qu'il y a le tueur planétaire King Ghidorah qui va arriver. » Mais quand t'arrives dans le troisième, tu te rends compte que King Ghidorah, c'est le dieu des extraterrestres, puis que Godzilla, c'est une réponse de l'évolution de n'importe quelle race. Si ton évolution vient trop évoluer, tu as développé le nucléaire, puis tu pollues ton air, tu crées un Godzilla qui va achever ta planète, puis à partir de Godzilla qui a trop de force énergétique, King Ghidorah, qui est d'une autre dimension, arrive, puis il se nourrit de lui. Puis il va manger la planète. Mais la race extraterrestre est déjà faite envaler par King Ghidorah, mais il y en a une vingtaine qui ont fait « Il est trop malade. Il faut faire manger toutes les planètes par King Ghidorah. » C'est qu'eux autres, ils poignent une partie de leur race, ils envoient sur une planète qui voit que l'évolution est assez évoluée, ils les font passer au nucléaire, puis ils leur font passer 2-3 générations trop vite pour faire venir Godzilla trop vite, pour faire péter la planète, puis faire venir King Ghidorah, puis faire siphonner la planète. Là, tu fais comme... Puis ce délire religieux pendant 1h30 de ça. Je sais pas, là, mais là, moi, je vous écoute, puis il est passé où, le Godzilla de la Deuxième Guerre mondiale, puis qu'il fait juste tuer des Japonais, puis ça arrête là? J'en ai aucune idée, c'est de la nourriture de King Ghidorah. Ah, ok. Puis là, il y a une nouvelle race de l'humanité qui est arrivée sur Terre, mais eux autres ne connaissent pas le mot conflit parce que c'est pas évolué dans leur langage. Mais eux autres, ils vénèrent Mothra, qui est le dieu de la Terre. Ça fait que là, ils réussissent à tout péter, mais ils laissent rien que ce peuple-là, sans leur apprendre le mot conflit, ça fait que tu as un peuple humanité qui vénère Mothra, qui va vivre sur Terre en faisant comme nous, on s'aime tout. Oui, mais... Et c'est là que... T'as-tu vu la deuxième fin? Ok, Oh! il l'a pas vu. Je l'ai vu la deuxième Oh! fois, oui. Oh! Avec les petits bricolages. Là. Ouais. Ben, l'affaire, c'est que les flots, ils font comme donner leur peur puis leur bricolage
comme en prière à leur Dieu. Là. Puis, en plus, tu sais, dans la fin, de la façon, je ne fais pas de spoil non plus, mais il y a quand même une idée où il y a un choix à faire où on recommence. Parce que, tu sais, il y a quelque chose, tu sais, King Ghidorah, c'est une entité cosmique, là. Moi, honnêtement, vous m'avez perdu. Là. Je sais qu'on t'a Parce que perdu. oui, Godzilla, ça Puis je arrête sais. à Ouais. Godzilla Mais de tu sais, 1952. là. Godzilla, c'était... Parce que l'affaire, c'est que King Ghidorah, là, ça restait quand même tout le temps le destructeur planétaire qui arrivait. Et là, les gardiens de la Terre, en tant que tels, s'alliaient pour essayer de botter le cul de King Ghidorah. C'était Mothra, Godzilla, puis des fois, il y en avait d'autres, là, qui allaient faire un clash ensemble. Mais là, c'est vers ça qu'on s'en va avec le deuxième Godzilla? C'est probablement ça qu'on s'en va vers le deuxième Godzilla. Non, parce que ça ne sera pas des serpentins d'une autre dimension. Ça Non, va être non. plus un conflit haut, mais ça ne sera pas un délire religieux. Mais là. Mais c'est la même histoire qui est tout le temps là, c'est-à-dire les gardiens de la Terre qui s'allient contre le destructeur planétaire. Donc King Ghidorah revient. C'est la même histoire qu'on vient de lire là, c'est la même histoire que d'un vieux film, puis c'est la même histoire du prochain. C'est toujours l'affaire, c'est que tôt ou tard, même si tu détruis l'humanité, ben ton gardien qui t'haït va s'allier avec d'autres gardiens qui t'aiment pour botter le cul du gros monstre qui s'en vient. C'est très basique, là. Oui, mais c'est juste parce que, écoute, les extraterrestres, 3000 ans, puis les voyages spatiaux temporels. C'est une itération qui est totalement différente. C'est pour ça que même si J'en tu sais connais hâte pas... qu'on parle de tu peux Star les- Trek Discovery. Là. Ah, mais pas juste ça. Ben, Tu vas être à regarde, ma place. Martin, je vais te laisser une chance. Je trouve une porte parce qu'on avait parlé un petit peu. Le DC Animated, on a confirmé un Hush avec le casting qui est là. Sérieusement, le Batman de Long Halloween qui ont annoncé, je sais que tu avais rushé un petit peu sur Batman by Gaslight à cause du style animé. Oui. Là, on parle de Tim Sale qui serait adapté. S'ils gardent... Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Je trouve qu'ils vont... Ils peuvent garder l'histoire, mais ils seront pas capables d'animer l'art de Tim Sale. Puis l'art de Tim Sale Ben, même à cause des couleurs, ça serait bizarre. est une grosse partie de Long Halloween. Là. Ben, s'ils ont été capables de faire New Frontier en gardant le style de Darwin Cook, qui était un style qui ressemblait au vieux Jack Kirby, ou à la vieille époque, etc., pourquoi? Pourquoi pas? Regarde, je leur souhaite. Ils nous ont sacré une gifle en pleine gueule avec la qualité d'animation de Spider-Man Into the Spider-Verse. Fait que, qu'est-ce qui... Tu sais, l'animation, là, il y a des Mais affaires... en fait, bon. ce que je te pose comme question, c'est, mettons que c'est toi là, qui es en charge du projet. Là. Tu gardes les dessins de Tim Sale en espérant être capable de les animer pour que ça fasse du sens, ou tu sacres ça dans une animation plus basique, mais avec la même histoire. Ben, ça dépend comment ça va me coûter. Puis au pire aller, je rajouterai un gros Godzilla pour tuer tout le monde. Avec un King Ghidorah? Ouais. Parfait. Mais c'est parce que c'est ça la véritable question. Ben, c'est vrai, parce que tu prennes le Daredevil Yellow, le Spider-Man Blue, que tu prennes Hulk Captain Grey. America White, que j'ai jamais lu parce que ça a pris 10 ans à sortir. Seigneur. Hey, puis c'est ça, c'est parce que si tu respectes pas l'art de Tim Sale, aussi que tu t'en vas, tu sais, parce que même le Batman by Gaslight, de un, il avait pas respecté l'histoire, de deux, il avait pas respecté l'art de Mignola, donc tu regardais ça, c'était comme, ouais, c'était correct, mais j'ai-tu du fun? Non. Parce que dans Dark Knight Returns, on est content qu'il respecte pas l'art de Frank Miller. Je veux pas créer un impair ici, là, mais je suis pas un plus grand fan des dessins de Frank Miller. Là. Ben, c'était carré un peu, là. Oui, je veux dire, tu sais, là, on reconnaît le style ou les personnages, mais tu sais, c'est pas aussi disproportionné que les dessins de Frank Miller pendant que Pat me fait un coupe-gorge. Mais non, mais j'aime pas beaucoup l'art de Frank Miller. J'adore ce qu'il écrit. Mais les dessins... Non, mais c'est parce que... tu sais, Dans on- Sin City, ça marche, là. Mais dans Batman, Mais c'est parce que là, on l'a vu plusieurs fois. Je suis pas certain qu'il faut absolument y aller avec la justesse d'un style graphique. Je sais pas si, par exemple, on n'est pas capable d'amener Batman à le Long Halloween avec une facture visuelle qui pourrait y ressembler, mais pas nécessairement avec ce style-là. Mais faut que ce Parce soit que- dans le noir. Faut que ce soit un Ouais. Batman Parce noir. parce qu'on prend... les gens sont frileux en sacrement. Ben oui, les gens sont frileux. Surtout sur des œuvres aussi cultes, je Parce pense. que moi, je l'ai pas vu, votre Gotham by Gaslight. Ben, Gaslight, non, c'était pas très bon. Parce que je n'ai eu que de mauvais commentaires. Ah, c'était pourri. Ben, ils ont pas respecté l'histoire. Ben, Killing Joke. Killing Joke, c'était aussi pourri. Ah, Killing Joke, j'ai détesté. Ah, c'était mauvais. là. Killing Joe, c'est parce que la première demi-heure nous tuait, mais la dernière Ah, demi-heure... la chanson, t'as aimé ça, toi? Non, pas la chanson, non, mais sauf que, tu sais, il y a un bout quand même qui fonctionnait un peu. Mais tu sais, de un, moi, j'ai pas aimé la BD vraiment de Killing Joke, ça fait que Non, moi, j'ai- l'animé, là, ça Moi, passait. j'aimais ça, mais on s'entendait que tu faisais pas un film avec ça, là.
Ben, C'est impossible. Tu aurais pu faire un épisode de 40 minutes. Exact. T'aurais pu faire un animated series. Mais, tu sais, c'est le problème. Là, mais, Parce que Long Halloween, là, ils sont capables de faire 2 films avec ça. Puis s'ils font Dark Victory, ils peuvent même faire 3 films s'ils veulent. Regarde, on va voir aussi ce qui s'enligne. Dans 2 semaines, on a Reign of Superman qui s'en vient. Donc, Oui, on va ben, hâte de savoir. voir ça. Je suis curieux aussi, mais jusqu'à date, leur moyenne n'est pas si mal que ça. Mais Elle est pas mauvaise. en s'attaquant à des classiques, c'est toujours très dangereux. C'est sûr. Mais Long Halloween, moi, il y a une chose pour laquelle je vais être content, si on respecte l'histoire, c'est de démocratiser ces histoires-là qui sont des histoires cultes de Batman. Tu sais, ils font partie de la mythologie de Batman. Si tu as lu de Long Halloween, tu comprends mieux le personnage. Tu sais, c'est une des œuvres, dans ma tête à moi, j'aime pas le mot fondatrice parce que Batman a été créé quand même en 1933, là, 1900, bon. Mais c'est une des œuvres modernes sur le Batman qu'on connaît, là, qui a influencé, tu sais, que ce soit Batman Begins, tu Dark as fait Knight, référence tantôt en parlant de Titan, quand tu disais qu'on a une période de Batman qui était contre les criminels, les gangsters, les mafieux. Tu sais, ça, c'est une période qui est totalement effacée aujourd'hui. Batman qui se bat contre un gars qui vole une banque ou bien contre un gars qui... Non, à cette heure, il pilote un vaisseau dans le cerveau à Superman. Oh, c'est pas beaucoup pire, plus ça. agréable. C'est pas Puis il réussit à s'en sortir. Pendant que le Joker est avec lui. Dans le cerveau à Superman. Mais il n'y a rien dans le cerveau de Superman. Une crise de chance. Il y a des champs de blé. Il n'y a pas grand-chose. Il y a des chants de... Hey, on termine avec les poisons, les amis. On va y aller avec Alan? Ah, OK. Je vais y aller avec 3 poisons. Un qui est ultra rapide. Le 1er janvier avait sorti la 3e et finale saison des Enfants Baudelaire. Sérieusement, une finale qui fonctionne super bien. C'est juste 7 épisodes, je ne me trompe pas. Le style lyrique de la série est toujours respecté. C'est pas Roche? Genre, non, on sait qu'on savait qu'on finissait puis il faut se Non, dépêcher? non, c'est pas Roche. Ça descend super bien. Comme d'habitude, c'est toujours ultra tragique. C'est très drôle et en même temps tellement dramatique. Mais c'est un must. Au total, là, 3 saisons, 25 épisodes. En moyenne, entre 30 et 45 minutes par épisode. C'est que ça s'écoute tout seul, là, puis il faut se garrocher là-dessus. J'avais dit que j'allais en parler. Deuxième chose, Conan. J'ai lu le premier numéro aujourd'hui. Qui vient de rembarquer chez Marvel parce qu'il a déjà été à Marvel à l'époque. Il a passé chez Dark Horse. Dark Horse, ça va pas très, très bien financièrement. Marvel les a rachetés. Puis ce qui est le fun, c'est que quand il lance le premier numéro, en dessous, tu as les numéros Legacy. Ça fait que le premier numéro de Conan, c'est le numéro 1, mais Legacy 276. Ah, OK. C'est que Marvel a avoué, on n'oublie pas que Conan a déjà eu. On en repart à 9, mais des clins d'œil, il va en avoir. J'ai beaucoup aimé Jason Aaron. Sérieusement, il fait une bonne job. On voit qu'il respecte ce que Robert E. Howard a écrit. Il s'enligne vraiment dans ces lignées-là. Personnellement, moi, ce que j'aime de Conan, j'ai lu tout ce que Robert a écrit, M. Howard. C'est génial parce que Conan, c'est des nouvelles. C'est pas quelque chose qui est linéaire, c'est quelque chose qui est le fun à lire. Mais moi, j'aime mon Conan en roman. Puis tout ce qui existe ailleurs, je veux qu'il aille plus loin. C'est parce que des romans, c'est un chum de Lovecraft, Howard. Ça fait que tout ce qui est Seth, le monde des serpents, les sorcières, ça, c'est toujours sous-entendu. Tu les vois vraiment, puis ils les affrontent jamais parce que Conan ne croit pas à la magie. Ça fait que quand il voit un magicien, il y croit pas, il donne un coup de poing d'en face, puis il le tue. Ça finit assez drastique là. Mais ailleurs que dans les autres romans qui existaient, puis dans les BD, ils ne gênent pas, puis ils mettent tout le côté magique qui est là-dedans. Puis ce qui est le fun de découvrir dans Conan, puis le monde iboréen, puis les Cimériens, c'est de voir ça. Puis des BD, ils ne gênent pas de le mettre. Mais Jason Aaron respecte l'essence de Conan, je trouve. Il amène le côté magique, puis j'ai l'impression qu'il va amener une histoire qui va être le fun. Puis j'ai pas l'impression qu'il va aller dans des story arcs qui vont durer pendant 30 numéros. Ça va être par histoire. Encore une fois. Prochainement, il ramène Savage Sword of Conan aussi, qui avait déjà été chez Marvel. Ça, c'est le côté plus barbare et plus hack and slash de Conan. Puis ils vont aller chercher aussi des mini-séries avec des personnages assez importants, comme prochainement, ils vont sortir une mini-série sur Bélite, une espèce de sorcière hyper importante aussi dans cet univers-là. Ils vont se faire du fun. Oui, je suis d'accord qu'ils vont amener un crossover avec les Avengers, avec Conan, sauf que ça n'a pas de lien avec la série principale. C'est les autres séries qui vont aller chercher Conan, mais les séries de base que tu lis, tu verras jamais un autre personnage arriver là-dedans. OK. C'est que si vous aimez le personnage, garochez-vous là-dedans, ça vaut la peine. Ton troisième? Mon troisième et dernier, c'est Darth Vader numéro 25 qu'on avait parlé dans le dernier podcast, où ce que tout le monde avait fait une espèce de folie sur le fait « Palpatine, c'est le père d'Anakin, c'est lui qui l'a formé dans le ventre de Shmi ». Comme j'avais dit, c'est quelque chose qu'on savait déjà d'un roman qui avait sorti il y a une dizaine d'années. Dans BD, c'était une case,
Puis tout le monde a paniqué par rapport à ça. Ben, sans paniquer, c'est quand même pour bien du monde qui n'ont pas lu les romans une révélation. Là. Oui, c'était une grosse révélation, mais le reste de la BD, c'est comme j'avais parlé, là, sans l'avoir lu, c'était vraiment un portail qui était ouvert sur le temps. Puis la vraie mission de Darth Vader, c'était Anakin, c'était faire ce qu'il voulait faire dans Star Wars épisode 3. Et ramasser Padmé puis la rendre immortelle avec lui, c'est lui sauver la vie. C'est qu'il a essayé d'aller ramasser Padmé, puis il sauve la vie, mais tu as eu Padmé qui l'a regardé en pleine face, ça a comme fait, tu veux, gros cramé mongol, t'es un malade qui m'a étranglé, puis elle la regarde du balcon de sa tour, puis elle fait comme, c'est pas vrai, je retourne avec toi, puis elle se tire en bas, elle se suicide devant lui. Puis là, tu as le clash de Vader, que son passé crève one shot, qui refuse, tu sais, il efface Anakin, il n'existe plus à partir de ce moment-là, parce que Padmé l'envoyait chier. Puis il y a un glimpse sur son futur, puis il voit son futur où ce que Palpatine, il va te niquer là. Mais il y a une autre affaire qui apparaît devant lui. Il voit comme une ombre de Luke Skywalker qui apparaît une lumière bleue. Puis là, il la regarde puis il te l'efface d'un jet de lumière. C'est que one shot, Darth Vader a vu qu'elle allait péter Palpatine puis que Luke allait le péter. Puis 30 secondes après, t'as Palpatine qui l'appelle, fait comme, puis t'as eu tes réponses. Vader, là, il regarde l'hologramme, il raccroche au nez puis il fait oui. Quand même, quand même. Tu sais, le gros de la BD était ça, mais le monde a accroché sur... Palpatine, c'est son ouais, père. mais c'est quand même... Tu sais, c'est la première fois qu'on le voyait de manière aussi explicite. Là. Ben, sauf qu'il mettait une fin sur la trilogie de George Lucas, puis personne ne parlait, puis ça m'a surpris. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais bon, on va lire si jamais ça va sortir en TP, ça, Ouais, effectivement, parce que là, ils viennent de finir une deuxième série de Darth Vader avec ce numéro-là. Exact. Pat, ton poison, mon cher ami? Un poison qui a été un cadeau que j'ai fait à un de mes amis et qui va rejoindre Alan par un concours de circonstances. J'avais été capable de mettre la main sur l'énorme brique Conan Reader. C'est-à-dire, Conan Reader, c'était un omnibus qui faisait référence à tous les numéros spéciaux de Conan qui avaient été faits chez Dark Horse, puis pour plein d'occasions. Et c'était quelque chose qui c'était insane à ramasser, là. Il y avait rien que les fans fous là, qui étaient capables d'avoir touché à tout ça. Puis, ils ont sorti le gros omnibus. C'est une brique absolument géniale. Et pour tout amateur de Conan, garochez-vous là-dessus, ça vaut le détour. Et moi, je vais m'adresser à nos dames. Je vous fais une suggestion de science-fiction. C'est Les étoiles sont légion de l'auteur Cameron Hurley, une auteure qui est reconnue pour ses prises de position féministes et qui est absolument écœurante et qui fait de la science-fiction badass. C'est-à-dire, on est dans une espèce d'immense convoi stellaire avec une différente hiérarchie dominée. Il n'y a que des femmes dans ce convoi-là. Et là, tu as un personnage qui s'éveille, qui a eu volontairement, ou il y a quelqu'un, en tout cas, elle n'a pas sa mémoire. Et elle, c'est la seule clé qui est capable de rentrer peut-être avec une légion dans un vaisseau en tant que tel pour être capable justement de quitter ou de prendre le dessus dans tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est toute l'idée de la mémoire de la personne qui tente de recoller ses bouts ou qui risque la récupération. C'est-à-dire que il y a toujours un sous-entendu que c'est pas la première fois qu'ils font la tentative avec elle et peut-être qu'ils la reconstruisent à chaque fois et ainsi de suite. C'est vraiment génial. Donc, chez Albin Michel Imaginaire, roman de science-fiction féministe, ça vaut le détour. C'est crissement bien écrit. Cameron Hurley. Et si vous êtes un homme, pendant que vous êtes en train de le lire, les pages vous font des paper cuts. Pas en tout. Jusqu'à ce que t'échappes le livre. Bon, à nos auditeurs et à nos auditrices, c'est ça faire un podcast avec deux insignifiants. Donc, à quelque part, il faut s'ouvrir au niveau de la littérature et au moins, vous m'avez moi pour une ouverture de ce genre-là. Une chance qu'on t'a, Pat. Une chance qu'on sort. J'entends Jean-Pierre Ferland. Une chance. En terminant, je vais faire le mien. Je vais faire différent. Moi, je vous parlerai pas de Conan. Parce que je lis pas de Conan. Fait que je peux vous parler de celui de Schwarzenegger, mais en dehors de ça, je peux pas faire grand-chose. Parle-nous de Conan O'Brien. Ouais, Conan, oui, je pourrais t'en parler. Mais non, je vais vous parler de Batman, faire changement un peu. Je suis en train de poursuivre la run de Tom King. Je viens de lire le dernier TP à ce jour, puis honnêtement, ça prend vraiment du mieux. Ils nous ont fait je cherche le mot en français, là. Ils ont revisité 12 hommes en colère, version Batman. Oh. Mais c'est vraiment bon. Je te fais juste un peu le topo, là. Batman pète la gueule à Mr. Freeze, OK?
trouve des trucs à la police le ramasse, il fait des aveux, il se ramasse en dedans. Sauf que il constitue un jury, parce que là, il doit passer en procès, et Bruce Wayne est dans le jury. Et Bruce Wayne est le seul qui pense que Mr. Freeze est pas coupable. C'est tellement délirant, là, parce qu'il est en opposition avec Batman. Mais c'est lui! Et là, il met le doute dans la tête des jurés en disant « Batman, c'est pas un saint. Batman, c'est pas un dieu. On doit pas... peut-être qu'il a fait des confessions justement parce qu'il était écœuré de manger des volets. Peut-être qu'il s'est habillé en Mr. Freeze parce qu'il savait que Batman s'en venait pour lui. Il dit « Les coroners de la police ont pas trouvé quelque chose. Batman, lui, il l'a trouvé. Entre les deux, ça se peut que ce soit passé quelque chose. C'est impossible que la police soit conne à ce point-là. C'est impossible que Batman ait toujours la réponse. » Et il nous fait un 12 hommes en colère pendant 3 ou 4 numéros. C'est tellement bon, là. C'est tellement brillant comme idée, j'ai trouvé ça écœurant. Tu sais, quand on parle de la dualité entre Bruce Wayne et Batman, là, c'est un numéro, c'est en fait plusieurs numéros qui sont écœurants. Et honnêtement, où est-ce que ça s'en va avec Tom King? C'est vraiment bien. Là. Depuis le mariage où il y a eu une petite chire où c'était plus ou moins cucu, là on s'en va vers quelque chose que, tu sais, de simple. T'es pas obligé d'avoir toujours le Joker comme méchant. T'es pas obligé d'avoir toujours quelque chose de spatial. T'es pas obligé d'avoir toujours quelque chose de galactique. Ça peut être aussi... dans le train-train quotidien. Bon, qu'est-ce qui te gosse, Alan? Je vois pas y un air. Il est encore en train de parler de Batman, puis il est en train de lire l'omnibus de X-Men Age of Apocalypse, il en parle pas. Oh, mais je l'ai pas fini. Je peux pas parler de quelque chose que j'ai pas fini. Au là. moins, il lit la moitié. Ben non, je n'ai lu Il parle encore. encore de Batman. Ben oui, je n'ai lu encore. Qu'est-ce que je te dis? Je peux pas en parler à la fin, je l'ai pas fini. Oui, j'ai lu un quart de Age of Apocalypse et actuellement, j'adore ça. Mais si t'avais attendu un peu, t'aurais eu mon deuxième poison qui était pas Batman. Mais comme t'es pas Bon, patient, Batman? je vais te faire un autre Batman. Calice. Ça t'apprendra. Ben oui. Non, c'est parce que je parlais de Tom King, puis la raison pour laquelle je te parlais de cette run-là particulière, c'est que je me suis aussi procuré The Sheriff of Babylon. Parce que je savais pas que Tom King est un ancien agent de la CIA. Et qu'il a été envoyé en Irak dans les années 2004-2005 à la suite de la prise de possession de l'Irak par les Américains. Et il a écrit une bande dessinée inspirée de ce qu'il a vécu là-bas. Et honnêtement, là, c'est vraiment bon. Parce que lui, son rôle, c'était d'entraîner les policiers irakiens. Mais j'ai pas besoin de vous dire à quel point ça a été difficile de trouver du monde qui allait devenir la police irakienne, là, avec les anciennes factions de Saddam Hussein qui sont mêlées à ça, les Américains, ceux qui veulent prendre avantage du fait qu'il n'y a plus de régime, les gens qui étaient des opposants à Saddam Hussein qui maintenant peuvent sortir de l'ombre. C'est vraiment, vraiment très bon. Et son livre a été révisé par la CIA pour être sûr qu'il ne dévoile pas de trucs qui pouvaient compromettre là, la reconstruction en Irak. Mais honnêtement, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Donc, c'est pour ça que je parlais de Batman, parce que Tom King a aussi fait The Sheriff of Babylon, et c'est très, très, très bon. Messieurs, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent 2 semaines. Hey, salut. Et à la prochaine.